Alors bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous installer. Alors la salle est pleine, mais de derrière on la voit pleine, mais il y a encore des petits sièges bien assis. Donc au lieu de rester dans les escaliers, vous avez des petits sièges derrière les gens qui sont assis. Vous serez beaucoup plus confortable. Et puis si vraiment il y a trop de monde, on vous déshabille, on vous talque, on vous empile, et puis voilà. ça rentrera. Hein, c'est assez haut de plafond ici en plus. Voilà. Alors, il paraît que dans l'espace, personne ne vous entend crier. Il paraît que l'espace a une odeur. Il paraît qu'on ne peut rien faire exploser dans l'espace. Voilà un panel d'idées reçues, et justement autour de l'espace, sur lesquelles, alors moi très humblement, mais c'est plus une conférence pour vous, on vous invitera à poser toutes les questions les plus invraisemblables, les plus techniques, les plus scientifiques, les plus intéressantes et aussi les moins intéressantes. Généralement, c'est moi qui les pose. Dites-vous qu'il n'y a pas de questions stupides. Exactement. Mais il peut y avoir des réponses stupides, en tout cas rigolotes, voilà. Et je vous demande, mesdames et messieurs, de faire un tonnerre d'applaudissements à Arnaud Thierry de la chaîne Astronogeek. Attends, encore un peu. Voilà, t'as vu, voilà. Plus fort! Est-ce que vous êtes là? Alors je peux vous dire que dans l'amphi, ils sont dégoûtés. Ils doivent entendre, oui, écoutez... voilà comment on chauffe une salle. Ça, voilà. Alors, idée reçue numéro 1. Est-ce que vous êtes chaud? Idée reçue numéro 1. Est-ce que vous êtes chaud? Idée reçue. C'est bon, j'arrête. Très bien. Idée reçue numéro 1 sur les conférenciers. C'est toujours des conférenciers avec des slides. C'est long, c'est chiant. Il y a plein de trucs à écrire. C'est embêtant, excusez-moi. Eh ben, écoutez, on va contrer cette idée reçue parce que là, on va plutôt vous proposer un mode discussion, échange, alimenté évidemment de vos questions-réponses. Alors, moi qui croyais avoir du cardio, je me rends compte que non. Mais je vais continuer. Je vais rien lâcher. Levez la main, je vous prie, si vous avez une question au cours des échanges avec Arnaud, et je vais faire du mieux que je peux pour vous pouvoir échanger les micros. Alors, juste avant de prendre cette question, bonjour Arnaud Thierry, comment ça va? Bonjour à toi. Est-ce qu'on commencerait pas par répondre aux questions que tu as posées là juste avant? Parce que c'était pas si con, je trouve, finalement. Allons-y, dans l'espace, personne ne vous entend crier, référence à Alien. Alors ça, c'est une référence à Alien. Alors les enfants, bon, en fonction de votre âge, vous n'allez pas le regarder tout de suite, ce film, mais c'est quand même un chef-d'œuvre du cinéma, donc il faudra y passer un moment. Vous dormirez pas forcément très bien la nuit suivante, mais c'est un bon film. Et donc, on dit souvent que dans l'espace, il n'y a pas de bruit parce qu'il n'y a pas d'air. Et ce qu'on va faire, on va faire comme tout à l'heure. Alors, on va faire à la main levée qui pense que c'est vrai, qui pense que c'est faux. Si vous pensez que c'est vrai, levez la main. Il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de bruit. Et vous avez raison. Alors, on va quand même nuancer un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, les gaillards qui se promenaient à la surface de la Lune, ils étaient en mesure de se parler. Mais entre eux, il n'y avait pas d'air. Il y avait par contre des ondes radio. Et ils discutaient par radio parce que dans le scaphandre, et c'est à ça qu'il sert, hein, il y a de l'air. Donc dans un scaphandre, il y a du son. Si tu prends un mec en scaphandre et que tu lui tapes sur le truc, dedans, il entend tung, 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 il entend. Il y a du son, parce que le son se propage dans l'air. Mais entre eux, évidemment, il n'y en a pas. Donc, ils avaient un micro et ils pouvaient se parler l'un à l'autre avec micro, haut-parleur, etc. Ensuite, sur les planètes où il y a une atmosphère, il y a aussi du son, parce que le son se propage comme ça. Mais par exemple, sur Mars, le son est quasiment inaudible et extrêmement étouffé, parce que l'atmosphère est tellement ténue que les sons trop aigus ou trop faibles ne se propagent pas. J'ai entendu une idée reçue comme quoi l'espace avait une odeur. Alors, qui a déjà entendu cette idée reçue? Une odeur. Est-ce que vous pouvez me dire à main levée, enfin comme ça à la crier, quelle odeur a l'espace selon vous? Framboise? Fromage? Non, framboise. Raclette? Non, mais j'ai des problèmes d'audition parce que j'écoute trop de musique. Il y a du vrai, il y a du faux. Alors, on va détailler un petit peu. Alors déjà, cette idée que l'espace a une odeur de framboise, alors je ne me souviens plus maintenant, là, tout de suite, du nom de la molécule. Formiate d'éthyle, super, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il existe certaines nébuleuses dans lesquelles on a détecté par spectrométrie, donc on analyse le spectre de la lumière qu'elle nous envoie et à partir de là, on peut déterminer leur composition. On a trouvé du formiate d'éthyle et le formiate d'éthyle, c'est la molécule qui donne son odeur, son goût à la framboise. Mais on l'a trouvé dans certaines nébuleuses, donc certains nuages de gaz. Et évidemment en concentration extrêmement faible. Donc si je vous mets dans cette nébuleuse et je vous dis de renifler un coup,
Alors déjà, vous allez mourir, parce qu'en vrai, la densité est extrêmement faible. C'est l'espace, c'est le vide spatial. Donc vous allez mourir parce qu'il n'y a pas d'air, parce que la température est incroyablement froide, etc. Vous n'allez pas y survivre. Mais sur l'échelle de dizaines d'années-lumière, il y a effectivement en très très faible concentration du formiate d'éthyle. Mais là encore, si vous étiez là à renifler un bon coup, la densité à un endroit donné est tellement faible que vous sentiriez rien. Mais on a tendance à raconter cette histoire parce qu'effectivement, dans l'espace, on trouve plein de molécules qu'on trouve ici sur Terre aussi. Par exemple, l'atmosphère des géantes gazeuses, je ne voudrais pas y être parce que ça sent le méthane et l'ammoniac, donc le vieux P. Je ne peux pas le dire autrement. Et alors, il y a une autre histoire qui est très marrante, c'est les gens qui ont fait des sorties extravéhiculaires, donc qu'ils soient allés à la surface de la Lune ou qu'ils aient fait une sortie extravéhiculaire autour de l'ISS pour aller resserrer quelques boulons ou quoi. Quand ils rentrent, ils disent que tout le matériel a une assez forte odeur de brûlé. En fait, c'est parce que tout ce qui peut se trouver sur la combinaison est soumis à l'agression du milieu spatial, hein, donc les UV, toutes les radiations en fait qui peuvent arriver. Et effectivement, il y a tout un tas de molécules qui derrière, une fois qu'elles restent dessus et qu'elles sont de nouveau dans l'air pour se propager et pour être senties, sentent le brûler. Arnaud, une question du public. Du coup, puisqu'il faut de l'air pour entendre, du coup, dans les micros, il y a plus d'air que sur les micros. Question pas sur l'espace, est-ce qu'il y a plus d'air dans le micro parce qu'on nous entend? Alors je pense que Rémi pourrait nous en dire plus, parce que moi je suis nul en technique. C'est pas vraiment l'espace, mais es-tu en capacité de répondre, Arnaud? Oui, Oui. mais je suis en train de réfléchir à comment je vais expliquer ça de manière simple. Dans un micro, alors déjà, le son, c'est un mouvement d'air. Il y a quelle expérience pourrait être intéressante à faire? En fait, il faudrait pouvoir trouver une expérience pour visualiser une vibration. Du riz sur un tambour, excellent. Ou alors tu prends un haut-parleur, tu le mets à plat pour que la membrane soit sur le dessus, et tu mets n'importe quoi de léger dessus, tu mets de la musique, ça va bouger, tu vas pouvoir voir que les choses bougent. Parce que le son, c'est une vibration dans l'air. Ouais, faut parler fort, je pense aussi. Il faut la mettre devant un gros boomer ou un truc comme ça, mais oui. Mais quoi qu'il en soit, le son est une vibration. Et dans un micro comme ça, il y a une membrane très fine, qui va vibrer exactement comme ce que tu vas mettre sur un haut-parleur ou quoi. Et à l'intérieur, il y a, je ne saurais pas comment expliquer ça de manière simple, il y a un petit dispositif qui va transformer cette vibration en signal électrique. Le signal électrique va être envoyé, là en l'occurrence sans fil, jusqu'à la régie, mais ça peut être fait par un fil ou n'importe quoi. Et la régie va faire le boulot inverse, c'est-à-dire qu'elle va prendre ce signal et le retransformer en vibration dans un haut-parleur. Parce qu'un haut-parleur, c'est aussi une membrane qui vibre, hein, c'est ce qu'on disait justement. Et c'est cette vibration qui va créer le son. Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que je suis à côté? Ça va? Ok. Parce que j'étais pas sûr de comment je vais t'expliquer ça. Louane. bien, est-ce qu'on peut sentir nos mouvements? Est-ce que dans l'espace on peut sentir nos mouvements? Est-ce que l'espace a une odeur aussi, du coup? J'ai pas compris. Si on peut sentir nos mouvements quand on est dans l'espace. Le mouvement, quel mouvement? Par exemple, j'agite ma main dans l'espace, je peux le sentir? J'entends pas, il faut que tu parles plus près du micro. D'accord. Peut-être. Comment on ressent le mouvement dans l'espace? Est-ce qu'on sent qu'on bouge dans l'espace? C'est ça que tu voulais dire? Alors, c'est une excellente question. Parce que j'ai pu faire une expérience il y a de ça, c'était quand? C'était en 2017. Si un jour vous avez l'occasion de faire ça, faites-le. Quand j'ai dit que j'allais faire un vol en impesanteur avec le CNES, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, moi j'aurais trop peur, j'y vais pas ». Mais il faut tellement pas raisonner comme ça. C'est une expérience incroyable. Et donc, quand on est dans l'espace, on est continuellement en train de tomber. L'impesanteur, c'est pas l'absence de gravité. Si vous êtes à 400 km à l'altitude de l'ISS, il y a autant de gravité que si vous êtes à la surface de la Terre à un pouillème près. Si vous étiez debout au sommet d'une tour de 400 km de haut, ça serait exactement comme ici, sauf que pareil, vous mourriez parce qu'il n'y a pas d'air. Mais sinon, vous pourriez tout à fait vous tenir debout. Ce qui fait que les gens sont en impesanteur dans l'espace, c'est parce qu'ils tombent. Faisons une expérience de pensée. Je prends une boîte, je n'ai pas de boîte là, tant pis. Imaginons que j'ai une boîte, je la laisse tomber. Boum.
Imaginons maintenant que j'ai cette boîte, dedans je mets un objet, n'importe quoi, une bille ou quoi que ce soit, je la laisse tomber. Boum. Ce que Newton nous dit, beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour encore l'avoir vu à l'école, mais ce que Newton nous dit, c'est que tous les objets tombent à la même vitesse. Alors évidemment, dans l'atmosphère, si on prend un marteau et une plume, ils ne tombent pas à la même vitesse. Pourquoi ? Parce que la plume va résister à l'air. Mais si vous vous mettez dans le vide, qu'il n'y a pas d'air pour retenir la plume, le marteau et la plume, poum, tombent exactement à la même vitesse. Donc reprenons. J'ai ma boîte et j'ai un objet à l'intérieur. Les deux tombent à la même vitesse. Donc pendant qu'ils tombent, comme les deux tombent à la même vitesse, l'objet qui est dedans flotte dans la boîte. Et bien, dans l'ISS, ce qui se passe, c'est exactement ça. L'ISS est en train de tomber autour de la Terre. Alors, ça va être. Est-ce que tu arriverais à venir ici me tenir la sucette pendant que je fais des gestes avec mes bras ? Imaginons. Oui. Imaginons, je jette un objet. Il va faire une trajectoire en cloche et il va retomber. Imaginons maintenant je jette cet objet plus fort, il va faire une trajectoire en cloche plus grande et il va retomber. Maintenant, imaginons que je jette cet objet vraiment très très fort. On va prendre quelque chose de rond comme un gobelet, comme ça, et on va s'imaginer que c'est la Terre. Je suis là, je jette un objet, il va faire une cloche, il va retomber. Si je le jette suffisamment fort, la cloche va être tellement grande que la courbure de la Terre va faire que la Terre va s'effacer en dessous pendant qu'il tombe. Et il va continuer à tomber comme ça, encore et encore et encore, parce qu'il n'arrive pas à rattraper la Terre. C'est ça une orbite. Et donc, dans la station spatiale, il tombe à cause de la gravité terrestre. Et comme il tombe en même temps que la boîte de conserve dans laquelle il se trouve, l'ISS c'est juste une grosse boîte dans laquelle ils sont, c'est un peu plus complexe que ça, mais quand même, eh ben, ils tombent à la même vitesse et ils ont la sensation de flotter à l'intérieur. Et donc, pour arriver enfin à ta question, quand on se trouve en impesanteur, c'est pas comme se trouver à flotter dans l'eau ou à tomber, si vous vous figurez, ceux qui ont fait, je sais pas, du parachutisme ou quoi, c'est absolument pas comparable parce que vous avez 200 km/h de vent qui vous arrive dans la tronche. Là, pas du tout. Vous avez vraiment la sensation de rien, en fait. C'est pas comme flotter dans l'eau. Quand vous flottez dans l'eau, vous avez la sensation d'être retenu par l'eau. Quand vous tombez, vous avez la sensation de tomber. Là, vous ressentez rien. Alors évidemment, on a conscience d'avoir toujours son bras là pour attraper quelque chose. Quoi. Les mouvements sont très compliqués parce que instinctivement, c'est un truc qu'on observe dans les vols 0G. Les gens, pour se déplacer, ils essayent de nager dans l'air. Ils sont paumés au milieu du truc. Mais ça marche pas parce que ça marche dans l'eau parce que l'eau a une résistance. Alors on peut brasser l'eau. L'air, on peut pas. Ou alors très peu. Et donc les gens se retrouvent à tourner sur eux-mêmes comme des cons. Ils n'arrivent pas à attraper le bord. C'est assez drôle. On ressent son corps comme avec de la gravité, mais c'est une sensation très particulière. Et si jamais on se repose complètement, comme on est appuyé sur rien, parce que si je m'installe confortablement, là, je sens le siège sous moi. Si je suis debout, je sens le sol sous mes pieds. Si je flotte dans l'eau, je sens l'eau autour de moi. Là, on sent rien. Et en fait, si on se met vraiment en repos total en impesanteur, on peut oublier qu'on a un corps. Autre question ici. Oui, donc on montre beaucoup d'astronautes, et c'est très bien, qui font des expériences dans le vide. On ne dit pas souvent que pour monter un astronaute, il faut beaucoup de carburant, il faut des réserves d'air, de nourriture, de la place. On montre moins, je trouve, les sondes automatiques qui deviennent de plus en plus, avec des grosses guillemets, intelligentes, mais avec des guillemets. Hein. Et est-ce qu'on a tort de moins montrer les sondes automatiques que les astronautes ? Alors, en fait, ça dépend d'où tu cherches les infos, parce que les sondes automatiques, si tu cherches au bon endroit, on en parle beaucoup aussi. Après, c'est une question compliquée, parce qu'il n'y a pas de solution parfaite. Effectivement, l'ISS, c'est un vaisseau qui fait la taille d'un terrain de foot. Mais en espace habitable, ils ont moins que ce qu'on a là dans la salle. Beaucoup moins. Donc il faut tout ça, tout ce système, c'est des systèmes de vie, hein, l'alimentation électrique, le refroidissement, l'eau, l'air, le recyclage, tout le merdier. Tout ça, ça sert à les maintenir en vie dans un espace qui est finalement assez confiné. Je pense que beaucoup d'entre vous deviendraient très vite claustrophobes à bord de l'ISS. Donc c'est pour donner une idée de la quantité de moyens qu'il faut déployer pour maintenir quelqu'un en vie là-haut.
C'est gigantesque. Et évidemment, tout ça, ça coûte des ronds parce que il faut réussir à mettre tout ça en orbite. Et pour vous donner un ordre de grandeur, hein, parce que c'est pas un chiffre exact, l'ISS, sa conception, sa construction, sa mise en orbite, tout ça, c'est un projet qui a coûté 150 milliards de dollars. Même Elon Musk, il n'a pas les moyens. Donc forcément, si on se dit on doit envoyer des gens sur Mars, c'est d'ailleurs le propos de la prochaine vidéo, hein, spoiler, imaginez bien que l'ISS n'est pas autonome. Il faut la ravitailler en eau, en bouffe, en air, etc. Il y a des systèmes de recyclage, mais il y a quand même un moment où il faut renouveler. Elle est sous les ceintures de Van Allen, donc elle est protégée des radiations du Soleil par la magnétosphère terrestre. Donc elle n'est pas autonome, c'est un radeau dans l'espace, un radeau qui a coûté 150 milliards de dollars. Donc imaginez pour aller sur Mars à quel point il faudrait un truc encore plus énorme pour rester dedans des années sans pouvoir rentrer. Parce que l'ISS, si quelqu'un est malade, par exemple, on le fout à bord d'un vaisseau, il est sur Terre en 6 heures, hein, même pas. Donc le mec qui fait une crise d'appendicite, ça va. Par contre, dans l'espace, en apesanteur, on ne sait pas comment opérer. Parce que si vous ouvrez le bide à quelqu'un, le sang il va partir dans tous les sens. On ne peut pas le retenir avec des linges ou des trucs comme ça. Donc c'est compliqué de rester dans l'espace. On n'a pas encore réglé tous les problèmes. Et donc une solution, effectivement, c'est d'envoyer un robot. Parce que le robot, il n'a pas besoin d'air, il n'a pas besoin d'eau, il a juste besoin d'électricité. Il peut rester stocké dans sa boîte le temps d'arriver. Et surtout, quand sa mission est finie, il ne chouine pas non plus pour rentrer à la maison. Parce que si vous envoyez un mec sur Mars, vous dites, bon, tu ramasses les cailloux et maintenant, bah, tant pis. Voilà, ça ne va pas le faire. Donc c'est vrai que l'exploration spatiale avec des robots, c'est aujourd'hui la moins mauvaise des solutions qu'on a, mais un robot, c'est quand même limité. Si vous regardez un petit peu les missions des rovers martiens, ça ne roule pas vite un rover martien. On estime que en moins d'une semaine, un astronaute sur place, il a fait la mission d'un rover pendant 3 ans. Seulement, si on envoie quelqu'un là-bas, bah, il ne faut pas juste l'envoyer lui, hein. Il faut envoyer son eau, son air, sa bouffe, tout le reste. Donc c'est pour ça que pour le moment, on n'envoie que des robots, et c'est pour ça, je pense aussi que le développement de l'intelligence artificielle dans les années à venir va permettre de faire des trucs un peu plus sympas. D'autres idées reçues par ici. Alors les enfants, vous pouvez baisser la main, je vous ai, je pense, repéré, hein, c'est pour sauvegarder vos muscles. Un ici, une là-bas et les 3 devant. Petite question ? Alors moi j'ai une question, c'est que vous dites que dans l'espace, et dans l'ISS peut-être, je sais pas, on ne ressent pas de mouvement, sauf que dans l'ISS il est censé y avoir de l'air, parce que sinon Thomas Pesquet il serait déjà mort depuis très longtemps je pense. Alors, oui, bonne remarque. Bonne question, mais bonne alors, question. Là tout de suite, s'il n'y a pas de vent, est-ce que tu ressens vraiment la présence de l'air autour de toi ? Pas trop. Ben, en fait, eux, c'est pareil. C'est-à-dire que, effectivement, si tu es dans l'ISS, que je viens à côté de toi, et puis tu vas le sentir, l'air, tu vois. Mais il n'y a pas de vent, parce que déjà, tu ne peux pas ouvrir la fenêtre, sinon tu meurs. Hein, voilà. Et du coup, l'air, tu le ressens exactement comme là. Imaginons, je marche dans la pièce. Si je marche doucement, je ne ressens pas spécialement de courant d'air. Si je me mets à courir, là, peut-être, oui. Courir dans l'ISS, c'est compliqué. Mais du coup, ils ressentent l'air un peu comme toi, là, tout de suite. Et en vrai, bon, à moins qu'on te mette un ventilateur à côté ou que quelqu'un te souffle dessus, tu ne ressens pas grand-chose, quoi. Une autre question par ici. Ah, alors juste, avant que tu poses ta question, il faut quand même que je vous raconte une anecdote. Alors, ça ne se passe pas dans l'ISS, ça se passe dans une station qui avait avant, que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connue, qui s'appelait Mir, qui était une station russe. Et la station Mir est restée beaucoup plus longtemps que prévu en orbite. Et sur la fin, il y a un peu de tout qui commençait à tomber en panne. Et un jour, il y a eu un début d'incendie à bord. Alors, le feu en lui-même, c'était pas... Enfin, c'est pas que c'était pas super grave, c'était très grave. Je veux dire qu'il y a un incendie là-haut, mais le feu n'était pas gigantesque. Il a été maîtrisé. Mais le feu, ça fait de la fumée. Et alors, quand on est ici sur Terre, la fumée monte parce que l'air chaud, qui est moins dense, monte. Dans l'espace, c'est pas le cas. L'air chaud se mélange à l'air froid et il y a de la fumée partout. Donc, on peut pas dire on se met près du sol et c'est respirable. Et les astronautes qui étaient à bord ont dit que le seul réflexe qu'ils voulaient tout savoir, c'était ouvrir la fenêtre. Et ils pouvaient pas. Mais du coup, pourquoi on flotte alors qu'il y a de l'oxygène et pourtant les astronautes ils respirent? L'air ne t'oppose pas de résistance. Par exemple, si tu te mets dans une piscine avec de l'eau jusqu'à la taille,
et je te dis vas-y cours, eh ben, ça va être très compliqué, tu vas courir à cette vitesse-là, parce que l'eau va opposer une grosse résistance. Mais l'air, tu le sens quasiment pas. Dans l'air, tu peux faire des mouvements rapides, etc. Et donc, l'air ne va pas les empêcher dans leur mouvement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure l'impesanteur, mais c'est un concept compliqué si on n'a pas des schémas et des trucs pour montrer. Une autre question au premier rang. Mais du coup, la NASA, ça a beaucoup d'argent. J'ai pas compris. Est-ce que la NASA a beaucoup d'argent? Ça m'intéresse aussi. Alors, la NASA avait plus d'argent avant. Elle en a un peu moins maintenant. Elle en a quand même beaucoup. Hein. Elle en a beaucoup. L'ESA aussi. Parce que ce sont des budgets faramineux qui se comptent quand même en milliards. Mais alors, la NASA, le problème, c'est que dans les années 60, ils avaient pour but d'aller sur la Lune et il y avait une grosse compétition avec les Russes. C'était vraiment le premier qui y arrive, donc on injectait beaucoup d'argent. Ils avaient beaucoup d'argent pour leur mission. Ils les enchaînaient, ils faisaient beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se disent oh, de toute façon, aller dans l'espace, ça sert à rien, ça fait chier de mettre de l'argent là-dedans, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, etc. Et donc, il y a, dès qu'il y a un élu aux États-Unis qui peut faire une petite coupe dans le budget de la NASA, ils essayent. Et aujourd'hui, le but de la NASA, c'est de découvrir de la vie extraterrestre. Si on va sur Mars, c'est pour voir comment la planète Mars est morte. Est-ce qu'il y avait de la vie dessus? On envisage d'aller sur Europe, qui est une lune de Jupiter, parce qu'il y a de l'eau liquide. Est-ce qu'il y a de la vie là-dedans, etc. Et vous pouvez voir régulièrement passer des communiqués de la NASA qui sont un peu, pour utiliser les termes de YouTube, putaclic. On a découvert une nouvelle exoplanète avec de l'eau. On a trouvé des traces de machin sur Mars. On a trouvé ci, on a trouvé ça. Et quand on regarde un petit peu derrière, bon, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent maintenir l'intérêt du public pour que le public se dise « Ah, c'est bien, on va continuer à payer des impôts pour qu'ils aient de l'argent. » Parce que sans résultat, c'est comme n'importe quoi d'autre. On leur dit « Oui, mais bon, on va arrêter de te donner des milliards et des milliards justement pour tes trucs qui coûtent super cher et qui servent à rien. » Mais aller dans l'espace ne sert pas à rien. Les couches absorbantes, c'est un truc qui a été inventé pour les astronautes. Parce que quand on est dans sa combinaison, on ne peut pas dire je vais au petit coin. On se fait dessus. Donc les couches absorbantes, ça a été inventé pour les astronautes. La perceuse sans fil. Alors, c'est à l'époque d'Apollo 15. On dit bon on va faire des carottages sur Mars, c'est-à-dire sur la Lune, on va percer la surface de la Lune pour aller chercher des roches un peu en dessous. Problème, on est sur la Lune, hein, on peut pas avoir une carotteuse thermique, il n'y a pas d'air, donc le moteur il marche pas dans l'espace. On va pas non plus tirer un câble, etc. Donc il faut une carotteuse autonome sur batterie. Alors la NASA fait un appel d'offres, elle demande à une entreprise privée d'inventer le truc. C'est Black & Decker qui va le faire. Et une fois qu'ils ont inventé leur carotteuse électrique, ils se sont dit on pourrait pas faire une perceuse sans fil. Et la perceuse sans fil, ça vient de là. Par exemple, quand on utilise le GPS, ça marche avec des satellites. La balise Argos qui sert à sauver des gens qui sont perdus un peu partout dans le monde, ça marche par satellite. Quand il y a quelqu'un qui a un accident et qu'on lui met une couverture de survie qui lui permet de se maintenir au chaud, c'est une couverture très très fine. Cette couverture, elle vient d'où? Le revêtement du module lunaire doré. C'est la couverture de survie, c'est littéralement la même chose. Et ils se sont dit, ça marche quand même vachement bien, et si on enfilait aux pompiers? Il y a énormément comme ça de choses. Allez, un autre exemple. Le système de direction des fauteuils roulants. Les fauteuils roulants électriques, évidemment. Oui, sinon c'est les mains. C'est le système du rover lunaire. Les chambres stériles pour les gens qui n'ont plus de système immunitaire et qui attrapent la première maladie venue. Le système qui permet de stériliser l'air des chambres, c'est le système qui a été mis au point pour les stations spatiales. Aujourd'hui, si vous pouvez manger de la bouffe conditionnée sans tomber malade, parce que je rappelle quand même qu'il y a une centaine d'années, tu ouvrais une boîte de conserve avec du cochon dedans, tu ne savais pas si tu n'allais pas faire un botulisme derrière et mourir. Aujourd'hui, ce genre de choses n'arrive pas parce que les contrôles qualité de la bouffe sont basés sur les standards qui ont été mis au point par la NASA, parce qu'ils se sont dit, n'empêche, on va envoyer des mecs autour de la Lune, ça serait con qu'ils fassent une intoxication alimentaire là-bas. Donc ils ont mis au point des contrôles alimentaires super stricts, et c'est devenu le standard. Donc on a énormément de choses qui viennent
du spatial. Et en vrai, aller dans l'espace en soi, ça sert à rien. Mais on a besoin de répondre à tellement de questions techniques qu'on invente des trucs qui après servent dans la vie de tous les jours. Tiens, un autre exemple, le velcro. Parce que dans l'espace, tout flotte, il faut pouvoir l'accrocher quelque part, donc velcro. Une autre question ici. Si tout flotte dans l'espace, comment ils font pour se doucher, les astronautes? Eh ben, Se douche ils pas. restent sales entre amis. Alors, pas exactement. C'est-à-dire qu'ils utilisent des shampoings secs, déjà, pour se laver les cheveux. Ils se nettoient aux gants de toilette ou ce genre de choses, mais la douche, par contre, oui, quand Thomas Pesquet y rentre, il sent un peu le vieux slip. Hein. Simple, Voilà. efficace. Une autre question. Est-ce que tout objet en orbite finit par retomber sur la Terre? Alors, ça dépend l'orbite. C'est-à-dire que on dit que l'espace commence à 100 km. Mais à 100 km, il y a encore de l'air. La pression atmosphérique ne diminue pas nettement comme ça, elle diminue progressivement. C'est pas à 100 km, il y a de l'air et à 101 km, on est dans le vide. Non. À 100 km, il y a vraiment plus beaucoup d'air. Hein. On ne peut pas respirer, on peut pas... Voilà. Mais il y en a encore un tout petit peu. Assez pour que, sur le long terme, eh ben, les objets qui sont là-haut se retrouvent freinés. Comme, je sais pas, vous êtes en voiture, vous sortez la main par la fenêtre, vous sentez la résistance de l'air. Hein. Eh ben, là-haut, c'est pareil, mais un tout petit peu, vraiment très très léger, ce qui fait que, sur le long terme, les objets sont freinés et finissent par retomber. C'est d'ailleurs pour ça que l'ISS est à 400 km, parce qu'à 400 km, il y a suffisamment peu d'air pour qu'elle reste là-haut sans qu'on ait trop à intervenir, mais suffisamment quand même pour que tous les boulons, les écailles de peinture et toutes les saloperies qui traînent là-haut soient progressivement freinés. Et donc c'est une orbite qui est assez propre. Mais la conséquence, c'est que l'ISS aussi, elle est freinée et elle a tendance à descendre. Donc régulièrement, quand on la ravitaille avec un module qui va s'accrocher à l'arrière, avec un petit moteur, et qui va la repousser un petit peu pour qu'elle remonte sur son orbite. Parce que si on fait rien, elle descend, elle descend et elle descend, et elle finirait par retomber sur Terre. C'est ce qui est arrivé à Mir. Mir, on l'a laissé faire et elle est tombée et elle a fini dans le Pacifique. Alors, une autre question ici, comme beaucoup de questions, donc je préfère, pour pas décevoir tout le monde, priorité aux enfants pour les questions. Ok, donc je donne le micro aux enfants en priorité. Il y en a une ici, une là-bas, j'en ai vu 2, 3. Je suis désolé, je parle beaucoup aussi, donc c'est vrai qu'il y aura peut-être pas. Mais c'est aussi très intéressant. Donc, prochaine question. C'était par rapport à l'anecdote de tout à l'heure. Vous dites qu'il y a eu un incendie dans la station spatiale, mais il faut pas de l'oxygène pour qu'un feu il apparaisse? Ouh, la question piège. J'ai pas compris. Attends, J'ai du mal avec les masques, hein, je suis désolé. Hein. Oui, je te laisse reformuler. En fait, il faut de l'oxygène pour qu'un feu prenne. Et, oui, mais c'était à l'intérieur de l'habitacle. Donc là où les gens habitent et donc là où il y a de l'air. Une petite main levée Alors, par ici. Attends, tu sais quoi? Autre anecdote. Donc, quand on est dans de l'air normal, hein, on va dire comme ici, il y a à peu près 1/5 d'oxygène, donc qui est un gaz qui permet la combustion, et 4/5 d'azote qui sert à rien. L'azote, ça fait rien, d'accord? Vous le respirez, il sert à rien. Lors des premières missions Apollo, les mecs se sont dit, plutôt que de se faire chier à emmener de l'azote qui sert à rien, on va emmener que de l'oxygène. Donc ils avaient des atmosphères uniquement en oxygène. Et quand ils ont fait le test de la première capsule Apollo, quand tu es dans le vide de l'espace, tu as la pression intérieure de la capsule et dehors, il n'y a rien. Donc la capsule est poussée vers l'extérieur, il y a une pression à l'intérieur. Donc pour reproduire ça au sol, ils ont surpressurisé l'intérieur de la capsule, vraiment une masse de pression, pour que ça fasse le même effet par rapport à l'air qui est dehors. Et donc que de l'oxygène, un truc qui fait bien brûler, quoi. Et là, il y a un court-circuit, et ils avaient justement couvert l'intérieur de la capsule de velcro pour que les mecs puissent attacher. Voilà. Et ben, cette petite étincelle de rien du tout sur un court-circuit a provoqué un incendie qui a tué quasi instantanément les 3 membres d'équipage d'Apollo 1 qui n'ont même pas eu le temps de sortir de la capsule, tellement c'est parti vite à cause de l'oxygène. À la suite de ça, on a décidé finalement de remettre de l'air avec 80% d'azote et de ne pas mettre du velcro absolument partout. Mais quand, dans le spatial, il y a un truc qui se passe mal, ça devient vite dramatique. Il y a quelques années, il y avait, comment il s'appelle l'italien, l'astronaute italien, maintenant j'ai oublié, il était en train de faire une sortie extravéhiculaire, donc il était dehors en train de resserrer les boulons, hein, et dans une combinaison spatiale, il y a un système de refroidissement, parce que ils sont au soleil, il n'y a pas d'atmosphère, rien, il fait 200 degrés, hein, donc ils ont besoin d'un système de refroidissement. Il y a de l'eau qui circule dedans, et il y a eu une fuite.
Alors, imaginez, vous êtes là dans une combinaison et vous avez des câbles, des tuyaux qui vous courent partout sur le corps pour vous refroidir, et il y a une fuite. Ça doit pas être très agréable parce que c'est froid, voilà, ça doit pas être très agréable. Mais quand on est dans l'espace, l'eau, elle descend pas, elle se colle à vous et elle se retrouve partout. Et ce monsieur s'est retrouvé dans l'espace. Alors au début, il a dit, je sens un truc bizarre à l'arrière de la tête. Il avait une boule d'eau à l'arrière de la tête, parce que ça fait des espèces de grosses bulles d'eau, qui lui collaient à l'arrière de la tête. Et au fur et à mesure que la fuite se propageait, il a eu de l'eau progressivement sur le visage, mais il ne pouvait pas la chasser, parce qu'il avait ses gros gants de combinaison, machin, il ne pouvait pas se toucher. Et malgré le fait qu'il y avait encore beaucoup d'air dans sa combinaison, comme l'eau lui recouvrait le visage, il était en train de suffoquer. Et il était à 2 doigts de se noyer dans l'équivalent de 2 verres d'eau à peu près. Et donc il a été raccompagné par son collègue jusqu'au SAS. Il est à nouveau rentré à l'intérieur, il a enlevé le truc. Et il y a des procédures en cas de problème évidemment, mais ils ont eu un peu chaud la couenne, quoi. Et dans l'espace, le moindre petit truc, une fuite d'eau de rien du tout, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Un décollage, c'est quand même des centaines de tonnes d'acier et d'explosifs lancés à plusieurs fois la vitesse du son au-dessus d'une explosion contrôlée. Si jamais ça part un peu de travers, ça finit dans un feu d'artifice pour mégalo. L'espace, c'est compliqué et dangereux, on va dire. Un milieu très hostile. Encore une question de notre dessinatrice croqueuse de conférences, Louane. Eh bien, du coup, quel était le premier humain ou animal sur le tout premier qui allait sur des planètes? Alors, il y a eu beaucoup de premières. Alors, les premiers animaux à être allés dans l'espace, c'était des mouches que les Américains ont envoyées dans une fusée. Donc, elles sont montées, elles sont redescendues. Voilà. Il y a des singes, des petits chiens qui sont allés dans l'espace. Ensuite, il y a eu une grande première. Si j'ai appelé mon chien Laika, c'est parce que le premier chien à avoir fait une orbite s'appelait Laika, mais elle est morte là-haut. Et on a envoyé, que je sache, qu'est-ce qu'on a envoyé sur la Lune ? On a envoyé des tardigrades, donc c'est des espèces d'acariens, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc il y a des tardigrades sur la Lune, ils y sont restés, on ne les a pas ramenés. Il y a des patates qui poussent sur la Lune. C'est pas des blagues, il me semble que c'est le rover chinois qui a emmené une petite capsule, une petite cuve avec des germes de patates pour voir si, vu les conditions sur la Lune, ça pouvait germer. Alors évidemment, il y a de l'air dans la capsule, il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a tout ça, mais sur la Lune, il y a énormément de radiation, ce genre de choses, et c'est ça qu'ils voulaient tester. Et les patates germent sur la Lune. Très bon. Donc il y a un plan de patates sur la Lune et il y a pas mal d'échantillons de bactéries, de trucs comme ça qui ont été envoyés. Et il y a aussi une anecdote qui est assez marrante. Avant que les Américains n'aillent sur la Lune, ils ont envoyé des sondes pour, disons, tâter le terrain. Parce qu'avant qu'on aille sur la Lune, on n'était même pas sûr de pouvoir y aller. On se disait que peut-être il y avait une telle couche de poussière à la surface qu'en se posant dessus, on allait s'enfoncer dans la poussière comme dans des sables mouvants. Ce qui risquait d'être c'est pas une très bonne idée. Donc il fallait d'abord envoyer des sondes, il fallait faire plein d'expériences comme ça. Et ils ont envoyé par exemple une série de sondes qui s'appellent les sondes Surveyor. Et donc l'une de ces sondes a été envoyée sur la Lune. Et quand Apollo 12 s'est posé sur la Lune, l'une de leurs missions, c'était de se poser à côté de cette sonde qui était sur la Lune depuis 4 ans et de ramener la caméra de cette sonde pour voir, au bout de 4 ans, ce qui était arrivé à cette caméra, comment elle avait vieilli à cause des radiations, des UV, etc., etc. Quand la caméra a été ramenée et analysée, on s'est rendu compte que sur la lentille de la caméra, il y avait ce qui devait manifestement être un postillon ou un truc comme ça du mec qui avait préparé la caméra à l'origine pour la sonde. Donc, quand la sonde a été envoyée, il y a un mec qui l'a préparée, et il y avait quelques streptocoques. C'est une bactérie qu'on trouve dans la salive, donc c'était probablement un postillon. La sonde est partie sur la Lune avec sa caméra et tout, mais dans le vide spatial. Le vide, les 200 degrés au soleil, les moins 200 à l'ombre, tout ça. Elle est restée là-bas 4 ans. Quand ils ont ramené la caméra, il y avait des streptocoques qui étaient dessus, et ils étaient encore vivants. Moi, je dis respect le streptocoque. Sacré animal. Allez, encore une question par ici. Mais ils font comment pour manger? Alors par contre, manger, ça pose pas de problème. Mais par contre, ils évitent certains trucs. Par exemple, la soupe. Ça marche moyen, parce que la soupe, elle a tendance à se barrer. Alors, ils peuvent manger des liquides, mais c'est dans des tubes... tu vois la pomme pote ?
Bah, c'est pareil. Voilà, ça évite que ça flotte partout. Mais il privilégie certains aliments. Par exemple, il ne mange pas de pain. Parce que le pain, ça fait des miettes. Et les miettes, elles volent, elles vont se mettre partout dans les aérations, dans les systèmes électriques, ça peut poser plein de problèmes. Donc il mange des tortillas. C'est des espèces de crêpes comme ça, et ça fait pas de miettes. Ils aiment bien manger aussi des trucs collants, hein, pas le truc qui, tu vois, genre une tartine de Nutella, ça va. Mais je sais pas ce que j'aurais comme contre-exemple. Enfin, ce qui fait des miettes, les liquides qui peuvent s'en aller, tout ça, ils évitent. Mais sinon, en vrai, tu peux manger normalement. Quand tu avales, la nourriture, elle descend normalement. Ils sont pas particulièrement malades non plus. Enfin, de ce côté-là, ça va. Et alors, pour enchaîner sur... parce que l'entrée, ça va. La sortie, c'est un peu plus technique. Ils font caca dans un aspirateur. Parce que, pareil, sinon, il y a tout qui flotte en apesanteur. Voilà. Donc, ils font caca dans un aspirateur. Merci pour ces précisions très ragoûtantes. Une question de Carla ici. Si on se retrouve dans le vide de l'espace sans combinaison et qu'on retient sa respiration, meurt-on tout de suite? Non, mais tu vas quand même passer un sale quart d'heure. Parce que déjà, c'est pas sûr que tes sphincters soient capables de retenir l'air. C'est-à-dire que même si tu retiens ta respiration, il y a des chances quand même que ça parte un peu. Et en fait, le gros problème, c'est que dans le vide de l'espace, il va y avoir une telle différence de pression entre ton corps et le vide de l'espace que tu vas par exemple avoir... Tes yeux sont mouillés, d'accord? Dans le vide de l'espace, l'eau qui est sur tes yeux va instantanément se mettre à bouillir. Et tes yeux vont s'assécher. Toutes tes muqueuses, donc les lèvres, ce genre de choses, l'intérieur des narines, tout ça, ça va faire pareil. Donc instantanément, ça va te faire la sensation, ça va être extrêmement désagréable, on va dire. Donc tu vas avoir envie de crier, donc tu vas laisser échapper l'air. Et tout de suite derrière, comme tu n'as plus d'air dans les poumons, tu vas tomber dans les vapes. Mais concrètement, à ce moment-là, tu es encore vivante, tu es juste tombée dans les pommes. Et en fait, si tu te retrouves comme ça dans le vide de l'espace et qu'on te ramène relativement rapidement, tu vas survivre. Il va peut-être falloir passer quelques temps à l'hosto parce que tu vas avoir des brûlures, parce que tu auras été exposé à la température infernale du soleil. Tu vas avoir des lésions cutanées, tu sais, des hématomes, des trucs, parce que tu as les petits vaisseaux sanguins qui ont éclaté, par exemple, ce genre de choses. Mais à ce stade-là, tu peux encore survivre. Par contre, survivre sans air, c'est pareil dans l'espace ou sur Terre, on ne tient pas très longtemps. Dans l'espace, dans le vide, comme ça, tu vas mourir en à peu près 1 minute. Voilà, mais si tu te retrouves, je sais pas, après une dépressurisation ou quoi, et puis qu'il y en a un qui a la bonne idée de dire « Oh putain, vite, on la ramène », ça va aller. Voilà, ça va aller. Tu vas avoir mal un peu partout, mais tu vas survivre. Mais par contre, c'est une mort pas très agréable, je pense. Par contre, c'est pas comme dans les films où, par exemple, dans Total Recall, le mec se met à ronfler comme une baudruche parce que dans le film, le mec a dû se dire bon, il y a une pression à l'intérieur du corps et dehors, il n'y a plus rien, donc il va se mettre à enfler. Mais non, le corps humain est plutôt bien fait quand même pour tenir ce qu'il y a dedans. On n'enflerait pas spécialement. De même, c'est dans quel film? Je crois que c'est Mission to Mars, où il y a quelqu'un qui se suicide en enlevant son casque et il gèle instantanément. Mais non, il a sa température corporelle qui reste la même. Et en vrai, dans l'espace, on gèlerait même plus lentement que sur Terre parce qu'il n'y a pas d'air pour évacuer la chaleur. Ce qui fait que vous avez froid sur Terre, c'est que la chaleur de votre corps part dans l'air. Mais quand il n'y a pas d'air, la chaleur, elle part pas, elle peut partir que par rayonnement, et par rayonnement, elle part très très lentement. Donc en vrai, si vous étiez perdu dans l'espace comme ça, en slip, il faudrait plusieurs jours avant que votre corps ne se retrouve à la température de l'espace. Donc en fait, on pourrait survivre à ça, mais ça ne serait pas une expérience très agréable. Et merci pour ces précisions très ragoûtantes. Total Recall, un excellent film pour enfants, je tiens à le rappeler. Oui, mais c'est comme Alien. C'est comme Alien, vous y viendrez. Ce sont des films qu'il faut voir quand même à un moment. Bon, les enfants et puis les grands, je suis vraiment déçu. Il nous reste 5 minutes, donc ce sera la dernière question. Mais Arnaud sera, je pense, dernière question, puis on va passer à la conclusion. Au pire, je suis pas loin. Et voilà, Arnaud sera pas loin. Allez, je te laisse conclure. Comment on sait qu'il y a d'autres galaxies et donc d'autres systèmes solaires? Parce qu'on arrive à les voir. Tout simplement. Alors, à l'œil nu, c'est compliqué. Mais par exemple, en hiver, alors il va falloir faire appel à vos parents, parce que vous tout seul, vous avez peut-être un peu galéré.
Mais s'il y en a parmi vos parents qui sont abonnés à ma chaîne, il y en a peut-être aussi qui ont un télescope dans le lot. Alors il va falloir regarder dans la direction de la constellation d'Andromède. Parce que dans la constellation d'Andromède, alors il faut être sous un bon ciel aussi, c'est-à-dire il ne faut pas être en ville, il faut qu'il fasse bien nuit et que la Lune soit pas là. Mais dans ce cas-là, vous allez regarder dans la direction d'Andromède, dans une direction que vous allez chercher sur Stellarium, hein, je ne vais pas vous mâcher le boulot, et avec une paire de jumelles ou une lunette, ou encore mieux un gros télescope, vous allez pouvoir voir une tache floue dans cette direction. Et ça, c'est la galaxie d'Andromède. Elle est plus grande que la Voie lactée, et elle est dans le ciel plus grande que 6 fois la pleine lune. Vous mettez 6 pleines lunes l'une à côté de l'autre, elle est encore plus grande que ça. Mais elle est très très peu lumineuse, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. On la voit avec un télescope. Ça, c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. Et quand on a des télescopes suffisamment puissants qui permettent de voir des objets peu lumineux, on se rend compte que des galaxies, il y en a partout. Donc en fait, on les voit. Au début du siècle, on pensait que c'était juste des nuages de gaz qui étaient dans notre galaxie, comme n'importe quoi d'autre. Et c'est Edwin Hubble qui s'est rendu compte qu'en fait, c'était des objets qui étaient beaucoup plus loin et qui étaient d'autres galaxies. Après, pour les autres systèmes solaires, c'est beaucoup plus récent. Ça date des années 90. Il y a 2 messieurs qui s'appellent Michel Mayor et Didier Queloz, qui sont français et qui ont eu le prix Nobel l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Ils étudiaient une étoile et ils se sont rendus compte que la lumière de cette étoile, à un moment, elle baissait un peu et puis elle remontait. Puis elle ne bougeait pas. Puis elle baissait un peu, puis elle remontait. Et ils se sont rendus compte que c'était parce qu'il y avait quelque chose qui passait devant. Et en fait, c'était une planète qui tournait autour de cette étoile. Et quand elle passait devant, elle faisait un peu d'ombre. Donc l'étoile était un peu moins lumineuse. Et quand elle était repartie de l'autre côté, on la voyait de nouveau. Et c'est là qu'ils ont découvert la première exoplanète, c'est-à-dire une planète qui ne tourne pas autour de notre Soleil, mais autour d'une autre étoile. On se doutait que ça existait, mais on n'en avait jamais vu. Et c'est comme ça qu'on les a détectées. On n'a jamais vu d'exoplanètes. Elles sont trop loin, trop petites. Et leurs étoiles sont trop lumineuses pour qu'on puisse les voir. Mais on peut les détecter comme ça, en voyant que leurs étoiles baissent un peu de lumière ou changent de spectre. Mais pour quelqu'un de ton âge, ça va peut-être être un peu compliqué la spectrométrie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut détecter le fait que les planètes sont là sans les voir. Et donc ça, c'est très récent. Hein. Je crois que leur première planète, ils l'ont vue quand, en 95. Donc bon, t'étais pas né, mais pour les un peu plus âgés, c'était pas il y a si longtemps. Voilà. Relativement récent. On arrive bientôt à la conclusion. Je voulais juste, avant de te quitter, désolé les enfants, on n'a plus trop le temps pour les à questions. La limite, mais il y a quelqu'un après dans la salle ou... Alors, il y a la pause juste après à 45. Donc, une pause de combien de temps? Une pause d'un quart d'heure. Bon, on peut tirer sur la pause. J'ai une question alors. On continue? Bon, on continue. Non, mais regarde, alors. C'est pas comme ça qu'on fait. T'es un très mauvais chauffeur de salle. D'accord. Est-ce qu'on continue? Je m'incline. Allez. On enchaîne avec les questions, c'était toi. Tu sais plus du coup, je t'ai troublé, désolé. Pour manger les aliments durs et les manger aussi dans le même tube pour manger les aliments liquides? Ah bah non, du coup, vu qu'ils sont durs, tu peux les manger comme ça. Mais ils évitent, encore une fois, ce qui fait des miettes. Merci. Mais du coup, comment la nourriture elle fait pour tomber dans l'estomac? Alors, la nourriture ne tombe pas dans l'estomac. Si tu te mets la tête à l'envers et que tu avales, la nourriture va quand même aller dans l'estomac parce que dans ton œsophage, le tuyau qui va de la gorge jusqu'à l'estomac, tu as des muscles qui poussent la nourriture. Alors, ça aide évidemment d'être dans la bonne direction, c'est plus facile, mais même la tête en bas, tu peux avaler. Parce que tu as les muscles qui poussent. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas un problème dans l'espace. C'est pour ça que c'est pas non plus un problème de faire caca, parce que là aussi tu as des muscles qui poussent, ça descend pas avec la gravité. D'ailleurs, tu manges souvent la tête en bas, Arnaud, je crois me souvenir. J'ai vu rien que ce midi au déjeuner. Alors, c'est vrai qu'on m'a jamais vu, moi et Batman, dans la même pièce, donc Batman dort la tête en bas, et c'est bon. Prochaine question. J'ai entendu dire une fois que dans l'ISS tout particulièrement, on n'avait pas le droit de péter. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux parce que tu peux pas vraiment t'en empêcher. Mais bon, c'est comme sur Terre, ça pose pas spécialement problème. C'est vrai que quand tu pètes dans un ascenseur, bon, dans un espace confiné comme ça, c'est pas forcément très agréable. Mais les astronautes, c'est un métier qu'on idéalise beaucoup. On se dit, oh là là, c'est l'étoffe des héros, tout ça. Mais en fait, c'est un métier dégueulasse. Hein. Là-haut, ça sent la vieille chaussette. Quand ils restent 10 heures dans leur combinaison pour travailler dehors, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer toutes les 10 minutes faire une pause, hein, et ben pendant 10 heures qu'ils sont dans leur combinaison, ils se font caca dessus,
ils se font pipi dessus, ils pètent dans leur combinaison et ça leur remonte direct dans les narines. C'est dégoûtant là-haut, c'est dégoûtant. Mais ça fait partie du boulot. Dans l'espace, Eh oui. personne ne vous entend péter, donc. Une autre question. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on aborde assez peu finalement, le côté un peu logistique de tout ça. Mais oui, il y a beaucoup de trucs purement biologiques qui sont assez dégueux là-haut. Voilà. Autre question ici. Et comment ils font pour boire et où ils trouvent l'eau, du coup? Ah, alors, l'eau, du coup, ils la boivent dans des poches, comme je disais, un peu façon pomme-pote, tu vois. Alors, il y a une réserve d'eau dans l'ISS. Ils ont chacun une poche, comme ça. Ils la branchent sur un espèce de robinet, si tu veux, qui va remplir la poche. Et puis, ils ont leur poche d'eau, comme une gourde qui est pleine, comme ça. Et alors, l'eau, il y a un système de recyclage. D'ailleurs, pour rester dans les trucs dégoûtants, ils boivent leur pipi. Parce que quand ils font pipi dans leur tuyau d'aspirateur, là, ça va dans un système de recyclage d'eau qui va nettoyer l'urine et séparer donc les déchets du corps humain de l'eau. Donc ça sent plus l'urine après. Hein. Mais psychologiquement, je ne sais pas combien d'entre vous seraient prêts à faire ça. Levez la main. Non, je rigole. Voilà. Donc, encore un truc pas très ragoûtant. Par contre, évidemment, le recyclage a ses limites. Et donc, c'est comme l'air, c'est comme la bouffe, c'est comme tout ça. Régulièrement, il y a des cargos qui reviennent chargés de réserves pour renouveler ce qu'il y a dans l'ISS. Mais en résumé, oui, on fait bouillir l'eau et on boit son pipi dans l'espace. Autre question ici. Est-ce que, théoriquement, plus une fusée est grande, plus elle peut envoyer une charge utile loin, même si elle est gigantesque à des tailles démesurées? Eh ben, c'est ça le problème, non. Parce que plus elle est grosse, plus elle est lourde. Bon, dis donc. Donc, plus elle est difficile à faire décoller. Bon, reprenons depuis le début. Imaginons, je veux envoyer ça dans l'espace. Je ne peux pas juste le jeter comme ça, je n'ai pas assez de force. Donc, il va falloir que je mette un moteur en dessous qui va le pousser jusque dans l'espace. Le problème, c'est que l'espace, c'est loin. Donc, il va falloir que j'emmène plein de carburant. Mais genre, plein. D'accord ? Si je voulais envoyer une voiture dans l'espace... toute chose égale par ailleurs, juste en roulant, tu vois, en consommant du carburant, il faudrait pas que je fasse un plein, il faudrait que je prenne l'équivalent d'une grosse piscine d'essence pour pouvoir aller jusque dans l'espace. Donc il faut emmener tout ça, mais du coup ça fait du poids. Donc le petit moteur que j'ai mis, il est plus suffisant, il pousse pas assez. Donc il faut que je mette un gros moteur. Mais le gros moteur, il consomme plus de carburant. Donc il faut que j'emmène plus de carburant, donc c'est encore plus lourd. Donc il faut encore un plus gros moteur. Et donc il va consommer plus de carburant. Vous voyez où je veux en venir ? C'est pour ça que pour envoyer seulement quelques tonnes de matériel en orbite, il faut des fusées qui font la taille d'immeubles, qui pèsent des centaines de tonnes, et 90% du poids, c'est juste le carburant. Et donc en fait, il suffit pas de faire une grosse fusée, parce que ta fusée, elle est plus lourde, donc il faut plus de moteur, donc il faut plus de carburant, donc il faut machin. Donc le but, en fait, c'est pas de faire les fusées les plus grosses possibles, mais avec les moteurs qui consomment le moins possible. Voilà. L'écologie, c'est aussi dans l'espace. Une autre question ici. Mais du coup, est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé d'aller dans d'autres galaxies? Alors, on n'est jamais allé plus loin que la Lune, parce que déjà, c'est extrêmement loin. On a du mal à se figurer les distances. Comment je pourrais essayer d'expliquer ça simplement ? Non, attends, j'essaie de... imaginons que la Terre est une balle de foot, d'accord ? Si la Lune est une balle de, on va dire une balle de tennis, à ton avis, à quelle distance elle est de la balle de foot ? Si moi je suis ici, ma balle de foot, d'accord ? Toi, je te donne une balle de tennis et je te dis, tu me la mets à la distance où serait la Lune, à cette échelle-là. Où est-ce que tu la mettrais ? La salle n'est pas assez grande, tu serais dehors là-bas. La Lune, c'est vraiment très très loin. Et c'est le plus loin où on est allé. La plupart des gens qui vont dans l'espace, ils vont à 400 km. Donc, s'ils te passent au-dessus, ils sont plus près de toi que tu n'es près de Paris. C'est pas très loin, en fait. Mais parce que ça demande énormément d'énergie d'aller là-bas. Donc, plus tu vas loin, plus il en faut. Pour aller dans l'espace, il faut voyager à la vitesse de 8 km par seconde. Un avion de chasse, il fait 600-700 mètres par seconde. Là, 8 km.
c'est gigantesque. Donc aller loin dans l'espace, c'est compliqué. Et puis surtout, il y a ça, il faut emmener l'air, l'eau, la bouffe, les sacs à caca, tout le reste. Enfin, voilà. Et donc, pour aller pendant 2 semaines sur la Lune, parce qu'il faut 2 semaines pour y aller et pour revenir, c'est vraiment très très loin, ça va, on peut faire de la place dans le vaisseau. Mais par contre, pour aller sur Mars, par exemple, il faut 2 ans. Et 2 ans, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a tout un tas d'autres problèmes. Parce que si le Soleil fait une éruption solaire, les mecs, ils sont grillés dedans. Alors que quand on est près de la Terre, on est protégé par le champ magnétique terrestre. Donc, il y a un autre problème aussi, c'est que les planètes encore plus loin, ça prend un temps tellement long qu'il n'y a pas assez dans une vie pour y aller. Par exemple, si tu voulais aller sur l'étoile la plus proche, il faudrait, avec les moyens actuels qu'on a, il faudrait plusieurs milliers d'années. Donc on ne vit même pas assez vieux pour y aller, en fait. Une question de Kylian ici. Vas-y, mon grand. Ah oui, là-bas. Ouais. Comment ils font pour dormir? Alors, ils ont des sacs de couchage qui sont accrochés au mur. On s'en fout qu'ils soient accrochés au mur parce qu'ils tombent pas, ils sentent pas s'ils sont vers le haut ou vers le bas, donc ils peuvent s'accrocher dans tous les sens qu'ils veulent. Ils ont un sac de couchage, ils se glissent dedans et c'est tout. Et il paraît qu'on dort très bien parce que le matelas, il est pas trop dur, on n'a pas mal au dos, tout ça. Donc on dort, paraît-il, très bien dans l'espace, mais on dort dans des sacs de couchage accrochés au mur. Allez, peut-être une dernière question juste ici. Encore une fois, désolé les parents, en priorité aux enfants. Parce que du coup, il faut emmener des sarouels, parce que du coup, ma mère, ce Il faut qu'elle emmener appelle quoi? les J'ai pas sacs à compris. caca, c'est les sarouels. Il faut emmener des sarouels, des sacs à caca de l'espace. Ah, oui. En général, là-haut, ils ont des shorts, ils sont en chaussettes, ils n'ont pas besoin de chaussures, vu qu'ils ne marchent pas. En général, ils sont en t-shirt, en short et en chaussettes. C'est pas très gentil pour les jongleurs, ça. Ni pour les hippies. Ni pour les hippies, oui, c'est vrai. Une dernière question, est-ce que C'est tu vrai lèves que la les main ou hippies sentent pas tu toujours très caresses la bon, moquette mais- Tu caresses la moquette, t'as raison, elle est douce, elle est douce. Allez, une question ici. Est-ce qu'on a déjà réussi à envoyer un objet plus loin que notre propre galaxie, de notre propre système solaire? Alors, oui et non. La sonde la plus lointaine qu'on ait envoyée, c'est la sonde Voyager. Elle est partie il y a longtemps, c'était quand? C'était dans les années 80, début des années 80. C'est aussi un des objets les plus rapides qu'on ait envoyé. Et là, elle est tout juste sortie du système solaire. Et ça fait quoi? Ça fait 40 ans qu'elle vole. On la capte à peine tellement elle est loin. Et puis en plus, ses batteries sont en train de... Je ne sais même pas si elle répond encore. Et c'est l'objet le plus loin qu'on ait réussi à envoyer. Le système solaire, c'est gigantesque. On n'arrive pas à s'imaginer les distances. Ça sert même à rien d'essayer. Le cerveau humain n'en est pas capable. Donc, à l'heure actuelle, avec notre technologie actuelle, on n'en est pas capable. On peut envoyer, oui, une sonde comme ça, mais déjà quelqu'un de vivant ou quoi, c'est mort. Et si on veut visiter les autres étoiles, c'est tellement loin qu'il va vraiment falloir qu'on invente des nouveaux trucs parce que là, actuellement, c'est pas possible. Et on aurait même tendance à dire que les lois de la physique nous empêcheraient d'inventer les trucs qu'il faudrait. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, un Big Bang d'applaudissements pour Arnaud Thierry, s'il vous plaît. Alors, le truc, c'est que moi, je peux jouer à ce jeu-là toute l'après-midi, donc si à la limite, il y a une salle de libre... On va demander aux organisateurs, Olivier, Willy, qui doivent être dans les parages. En tout cas, j'espère, je pense que vous avez apprécié. Bon, par contre, après, j'ai le Burger Quiz, ça, je veux pas le rater. Ah, Mais bon, on va enchaîner. On pourrait largement faire ça 1 heure, il n'y a pas de problème. On va enchaîner. Merci encore Arnaud Thierry de la chaîne Astronogeek. Allez vous abonner tout de suite, mettre des pouces bleus en pagaille. Dans 5 minutes, les idées reçues sur Harry Potter.